Le shutdown en cours dans la plus grande économie du monde, les États-Unis, crée une tension palpable et entretient le doute sur les marchés. Alors, pourquoi c'est important ? Le shutdown fédéral américain a débuté le 1er octobre à minuit, en raison d'un échec du Congrès à adopter une loi de financement pour l'année fiscale 2026. Il s'agit du 11e shutdown de l'histoire des États-Unis en cours au 28 octobre 2025, soit plus de 27 jours, et le 3e sous la présidence de Donald Trump. Malheureusement, il n'y a pas de date de fin précise annoncée pour l'instant, sans vote garanti néanmoins. Selon des paris sur Polymarket, une fin avant le 16 novembre est jugée peu probable. Selon 40,5% des parieurs misent sur après cette date pour une fin de ce shutdown. Ce qui pourrait en faire le shutdown le plus long de l'histoire devant les 35 jours de 2018 et 2019. Maintenant, il y a des dates critiques à surveiller. Le 1er novembre, fin probable des fonds pour les programmes d'aide alimentaire pour 42 millions d'Américains qui sont concernés. Un autre organisme pour 6 millions, dont 41% de nourrissons, menaçant des millions de bénéficiaires de perdre leur aide mensuelle, ce qui serait dramatique. Et ensuite, la seconde date, le 21 novembre 2025, augmentation attendue des voyages pour Thanksgiving avec risque de perturbation dans les aéroports dû à des contrôles aériens en sous-effectif. Pourquoi c'est important ? Un shutdown n'est pas une pause administrative, il y a des répercussions concrètes et graves sur l'économie, les citoyens et la gouvernance. Impact sur les employés fédéraux, services publics touchés, conséquences économiques, enjeux politiques et sociaux. Maintenant, tant que ce shutdown a lieu, il y a des chiffres qui ne sortent pas et donc qui n'arrangent pas forcément la Fed dans son plan de maintenir ou de baisser les taux d'intérêt sur le dollar. Et cet indicateur-là est un indicateur très important pour les marchés et nous sommes en train de l'attendre. Maintenant, moi, comme je l'avais annoncé sur mes canaux privés, j'ai commencé à ajuster mon portefeuille pour le rendre antifragile, au cas où le marché baissier aurait déjà commencé et le top des 125-126 000 $ sur Bitcoin serait donc le top de ce cycle. Mais j'ai conservé une exposition suffisante sur les altcoins, au cas où tout cela ne serait qu'un énorme piège baissier avant une forte impulsion de l'industrie crypto, avant bien sûr de connaître une phase baissière. Cette semaine, les chiffres de l'inflation aux États-Unis sont sortis et sont moins élevés qu'attendu, ce qui a donné plus d'optimisme au marché, avec un Bitcoin qui est longtemps resté à 115 000 $, qui a flirté avec les 118 000, Ethereum qui est revenu au-dessus des 4 000 $ et beaucoup d'autres valeurs ont bien réagi. Donc cette semaine, les chiffres de l'inflation aux États-Unis sont sortis, moins élevés qu'attendu, permettant au Bitcoin de préserver sa moyenne mobile à 200 jours. Et tant que nous restons au-dessus de ce niveau clé, la tendance reste structurellement haussière. Le 29 octobre, la prochaine réunion de la Fed sera un moment décisif. Vous aurez déjà les réponses qu'on attend de cette réunion au moment où vous regardez cette vidéo certainement. Si un pivot monétaire réel est confirmé, le marché pourrait rapidement anticiper un retour des liquidités entraînant un nouvel élan haussier. Parce que clairement, aujourd'hui, le marché anticipe à plus de 97% une baisse des taux sur le dollar. Donc s'il ne se passe que cela, ça ne va pas non plus donner une grosse impulsion haussière sur les marchés. On a besoin que non seulement il y ait une baisse de 25 points de base sur le dollar, et pourquoi pas plus, et une conférence de presse qui nous annonce d'autres baisse de taux d'intérêt sur le dollar et notamment un bilan de la Fed qui serait plus qui va être plus allégé pour amener plus de masse monétaire, notamment sur les marchés, qui devrait se faire ressentir ensuite sur les semaines à suivre. Donc d'après le stock to flow model, une dernière jambe haussière est encore possible sur le Bitcoin. Ici, une divergence haussière cachée, ce qui est un signal haussier, et on a vu qu'on a tenu ici la moyenne mobile à 200 jours, et on peut s'attendre à une dernière jambe haussière forte, pourquoi pas à l'image de 2017, pour aller chercher des cibles beaucoup plus haussières. Moi, j'avais cette target de 130 000 qu'on n'a toujours pas touché, qui pourrait être touché, et notamment les 160 000. Aller au-delà, ça me paraîtrait un petit peu trop fort à mon goût, mais bon, pourquoi pas. Ça serait certainement bon aussi pour les altcoins si on aurait un Bitcoin qui irait au-dessus des 160 000 $. D'après le stock to flow model,
on est quand même sur un cycle qui est en train de connaître sa fin, puisqu'on regarde quand on arrive sur le code couleur vert, en général, on arrive à un sommet sur le BTC, donc on n'est pas encore très, très vert par rapport au top qu'on a sur le graphe. Mais voilà, on a commencé à enclencher ce code couleur vert, donc on devrait avoir un top ici, là, je pense, sur le mois de novembre, pour ensuite entamer un marché baissier. Surtout que les raisons d'espérer ici, on voit que les volumes euh, d'achat sont très faibles. On est même plutôt en période de vente. Et quand on connaît ces volumes-là, en général, on est sur un marché baissier. Donc, est-ce que on est sur une latéralisation qui prépare un pump très puissant? Je l'espère et on a des raisons de l'espérer. Donc, comme je le disais, le RSI n'a pas encore atteint la zone des 75 à 80 qui est pour moi et pour beaucoup, pas seulement pour moi, mais notamment aussi plan Bill amateur du stock to flow model. Quand on atteint les 75 à 80% sur le RSI, on est en période de FOMO et là, on est certainement en train de connaître un top. On n'a pas encore connu cette phase-là sur Bitcoin, du moins en cette fin d'année. De plus, la divergence haussière cachée apparaît sur le graphique de Bitcoin comme je l'ai montré précédemment. Et cette divergence haussière pourrait annoncer une montée soudaine du prix à condition qu'elle soit confirmée dans les prochains jours. Mais une question demeure. Les ETF ne seraient-ils pas en train de fausser les données on-chain? Parce que avant qu'on ait les ETF, beaucoup de choses se passaient sur la blockchain et c'était beaucoup plus facile de lire les adresses qui engrangeaient du BTC ou qui se débarrassaient du BTC. Donc, est-ce que les ETF ne sont pas en train de fausser le stock to flow model et les données on-chain qu'on puisse le lire? C'est une piste de réflexion que je partage sur cette vidéo. Paul Tudor Jones, un des meilleurs traders de sa génération, l'un des plus grands traders, estime que malgré la hausse des marchés, tous les ingrédients sont réunis pour une forte poussée haussière avant un crack global. Dans cet article, il annonce aussi qu'il a une exposition en crypto-monnaie et que la tension est palpable puisqu'il gère une compagnie de gestion de fonds et que la tension est palpable. Au moment où est sorti l'article, il y avait beaucoup de doutes. Le Bitcoin était descendu à 108 000, les altcoins avaient fortement corrigé. Et c'est à ce moment-là où j'ai partagé, notamment sur mes groupes privés, que je commençais à passer sur un portefeuille en mode antifragile. Évidemment, pas la totalité du portefeuille, mais là où il y avait des gains, sortir l'investissement de départ avec un certain bénéfice et ne jamais regretter des gains qui ont été faits. Il faut plutôt même se féliciter, je pense, d'avoir fait des gains. Donc, ce qui me donne une exposition beaucoup plus moindre au cas où on aurait cette phase haussière, mais au cas où on serait déjà en marché baissier, j'ai de quoi me réarmer ensuite dans les 12 prochains mois où on devrait connaître des prix beaucoup plus bas, dans le cas où on serait déjà dans un bear market. Donc voilà, je suis pas vraiment baissier, je suis pas vraiment haussier. J'attends de voir, je suis plutôt même opportuniste. J'attends de voir ce qui se passe, mais quand je vois des gars comme Paul Tudor Jones qui sont les meilleurs dans leur domaine annoncer que on est certainement que tous les ingrédients sont prêts à une dernière poussée haussière significative avant un gros énorme crack qui va sécher tout le monde et pas seulement des personnes imprudentes qui se mettent en levier, c'est intéressant. Voilà, il précise d'ailleurs que ces fonds restent exposés aux crypto-monnaies. Autre signal encourageant, donc là j'ai pas de données j'ai pas de graphique à partager. C'est ce que j'ai vu passer dans les articles. Donc, on appelle les gros portefeuilles, on les appelle les whales, les baleines, et on appelle les dolphins ceux qui ont des portefeuilles d'une importance inférieure à ceux des whales, mais qui restent quand même des gros portefeuilles. Eux continuent à accumuler, détenant entre 100 et 1000 BTC. Donc, on est un dauphin entre 100 et 1000 BTC, et au-delà de 1000 BTC, on est une baleine. Donc ce type de portefeuille-là continue d'accumuler du BTC, et historiquement, quand ils accumulent du BTC, on est à l'aube de la phase haussière parabolique sur Bitcoin, la fameuse banana zone qu'on attend. Je sais que je l'ai annoncé déjà depuis cet été, mais là on a un indicateur de plus qui nous montre que cette banana zone pourrait arriver. Donc historiquement, lorsque ces investisseurs renforcent leur position, le Bitcoin entre dans une phase de hausse durable. Le sentiment actuel reste extrêmement pessimiste. Alors là, quand je l'ai regardé récemment, on était sur du 50, donc neutre, mais sur les derniers jours, on était même plutôt à 38. Donc là, tous les regards
sont tournés vers la Fed demain, où, comme je le disais, à plus de 97%, on pense que 25 points de base vont être retirés au taux d'intérêt sur le dollar. Très bien, le marché l'a pricé. Donc, on en attend plus, notamment de la conférence de presse du président de la Fed. Voilà, l'or qui a fait un plus haut. Donc, dans mon plan d'un portefeuille antifragile partagé entre de l'or, donc Pax Gold ou Tether Gold sur la blockchain, du stablecoin USDC, USDT et du BTC, parce que je reste un investisseur du Bitcoin par conviction. Donc le gold aurait connu un top, hein, on le voit clairement sur le graphique. N'importe qui peut nous dire qu'ici on est sur un sommet, donc correction. Au cas où la guerre commerciale reprendrait de plus belle et qu'il y aurait un signe noir, donc que la conférence de presse de demain, dont vous aurez déjà la réponse en regardant cette vidéo, ne serait pas bonne, je pense que l'or repart haussier. Et en tout cas, quand on regarde le graphique, on est clairement sur quelque chose qui est hyper haussier depuis plusieurs mois. Et là, ça ressemble même presque à une crypto-monnaie avec une Golden Cross qui a eu lieu le 27 novembre 2023, donc il y a presque 2 ans. Donc voilà, malgré qu'il était sur un niveau de top, vers les 4080, 4100 $, hop, je me suis protégé aussi à hauteur de un tiers sur de l'or, un tiers sur du stable et un tiers du BTC. Ça corrige, c'est pas grave, mais quand on est habitué à la volatilité des cryptos, je veux dire, cette volatilité-là sur l'or, c'est pas un problème. Et encore une fois, c'est pour se hedger, se protéger. Et je pense, voilà, moi personnellement, c'est évidemment, rien de tout cela n'est un conseil personnalisé en investissement, mais d'un point de vue personnel, voilà, je suis plutôt satisfait qu'on stagne, qu'on monte ou qu'on descende. Voilà, je me tiens prêt. Donc le sentiment actuel reste extrêmement pessimiste et c'est souvent dans ces périodes de doute que les plus belles reprises naissent. Oui, en général, le marché prend tout le monde à contre-pied, piège un maximum de monde, va chercher un maximum de stop-loss, va liquider beaucoup de gens qui sont en levier, etc. Et une fois que tout ça est nettoyé et flushé, donc pour ceux qui sont pas très anglophones, qu'on tire la chasse, quoi, en gros, qu'on vire tout le monde, et ben là, le marché redevient plus sain et ça repart à la hausse. Donc la condition, c'est que on ait une géopolitique beaucoup plus stable, beaucoup plus sûre, beaucoup plus sereine, et que les données économiques laissent envoyer plus de masse monétaire sur les marchés type à risque. Voilà, l'histoire montre sur les mois d'octobre précédents, qu'on appelle Uptober. En 2017, au mois d'octobre, on avait connu une chute de 28% fin octobre et ça avait précédé une envolée de 558% sur le Bitcoin en seulement 5 semaines. Ok. Ensuite, en 2021, une baisse de moins 20%, donc à cheval entre fin octobre et début novembre, a été suivie de son plus haut historique. Donc sur le dernier, sur le précédent cycle, on a eu un double top à 64 000 et à 69 000, ou alors c'était 60 000 et 64 000, quelque chose comme ça. Mais le deuxième top n'avait pas beaucoup plus dépassé le premier top, mais on avait quand même connu une baisse significative de 20% en octobre-novembre avant de connaître donc ce plus haut. Donc, petite parenthèse avant de poursuivre, si ce type d'analyse vous aide à mieux comprendre le marché, likez cette vidéo s'il vous plaît, partagez-la à quelqu'un de votre entourage qui est intéressé par le secteur des crypto-monnaies et de l'investissement. Et pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit et moi, ça me donne de la force pour continuer à partager mon point de vue sur les marchés et merci beaucoup. On revient donc sur la vidéo, enfin sur le plan politique, une nouvelle importante secoue la sphère crypto. Donald Trump a totalement gracié ses aides de Binance. Il a pardonné, déclarant que la guerre contre les cryptos menée par l'administration précédente est terminée. CZ a remercié Donald Trump sur X, affirmant qu'il ferait tout son possible pour faire des US la capitale mondiale des crypto-monnaies. Ce qui montre en retour un appui de CZ à un des objectifs majeurs de Donald Trump, déclaré lors de la campagne, faire des USA la capitale mondiale des crypto-monnaies et de l'IA. Certaines rumeurs évoquent même un retour de CZ à la tête de Binance, ce qui pourrait marquer le début d'une nouvelle alt season. On connaît sa force et son influence à chacun de ses tweets pour faire monter
un altcoin en particulier, le BNB, donc évidemment tous les altcoins qui sont sur la BNB Chain, mais en général, ça donne une impulsion et ça rend service à Solana, le principal concurrent de BNB en termes de market cap, et aussi à plein d'autres. Donc de mon côté, je reste attentive à 2 signaux clés. Que le Bitcoin se maintient au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours. Et le timing du 15-20 novembre, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de significatif d'ici le 15, maximum 20 novembre, pour penser qu'une dernière jambe haussière est possible. Sinon, là, vraiment, déjà qu'il se fait tard, au moment où j'enregistre cette vidéo, ça commencera vraiment à être sur le fil du rasoir à ce moment-là. Donc, pour me préparer, donc si jamais le 15-20 novembre, il ne se passe pas grand-chose, je passerai encore un petit peu plus en portefeuille antifragile pour me hedger, me protéger. Et surtout, n'oubliez pas de construire votre plan, de le suivre à travers toute épreuve. N'abandonnez jamais. C'est avec la persévérance que vous atteindrez le succès et que vous ferez rugir le lion de crypto-monnaie qui se trouve en vous. Je vous dis à très bientôt. Bye.